Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. À nouveau, nous vous saluons, chers amis, et nous sommes trempés encore une fois dans ces premières heures de la vie de Montréal dans le régime britannique. Après quoi, je passerai dans le secteur de la modernité après vous avoir fait entendre, évidemment, le régime de la Nouvelle-France. Alors, si je vous parle du massacre des Irlandais, ça se passe en juin 1843, vous allez penser que je fais allusion à un chapitre de l'histoire de l'Irlande. Eh bien non. Et je vous en parle parce que c'est un événement qui est survenu chez nous à Montréal, le long du canal de la Chine notamment, près du pont Victoria, et l'histoire en parle peu, encore une fois. C'est l'épisode le plus sanglant impliquant une armée qui ouvre le feu sur des grévistes irlandais pour la plupart. L'événement a lieu un peu après l'acte d'union de 1840. Dans la foulée des travaux d'aménagement du canal de la Chine, on creuse près de 18 km le canal à Beauharnois, près de Saint-Timothée. Et est-ce que, parce que le chantier est en dehors de la ville de Montréal, que le propriétaire de la compagnie se permet de maltraiter à ce point ses ouvriers? Car non seulement ceux-ci se voient obligés de faire beaucoup plus d'heures de travail que les heures normales, sans paye supplémentaire, mais ils ne reçoivent même pas le salaire minimal auquel ils avaient droit. C'est pire encore. Le propriétaire, qui tient ces gens captifs, les oblige à acheter dans ses magasins à lui des biens de piètre qualité à des prix quand même exagérés. Et quand les ouvriers s'avisent de rouspéter, il les met en lock-out pour les réduire carrément à la famine. Alors, ceux-ci vont se soulever et menacer de tout détruire. Ils ont du caractère, ces Irlandais. C'est alors que l'armée va intervenir. Et officiellement, le bilan est de 6 morts. Mais tout le monde sait que c'est faux. Il y a pu y avoir à peu près 18 à 20 morts. Des gens qui, en tout cas, mouraient de faim, tués par des soldats. Peut-on imaginer ça chez nous, dans le Québec et le Montréal moderne? Imaginez la colère générale. Comment, aux portes de Montréal, un massacre de ce genre a-t-il pu se produire? Après tout, on est à Beauharnois. Et un tel drame n'aura lieu chez nous qu'une fois dans notre histoire, heureusement. Et voilà en quoi il fut marquant, ce drame-là. Après cet affrontement entre l'armée et les ouvriers des armées, les gouvernants se disent à ce moment-là, plus jamais on va répéter ça. Il y aura une commission d'enquête pour endormir le plus de monde possible. La commission va décortiquer les événements, recueille les versions de toutes les parties impliquées. Pourquoi se souvient-on si peu de cet événement dans ce cas-là? Des événements quand même honteux de notre histoire. En partie parce que toutes les victimes, ou presque, étaient des ouvriers irlandais et que ceux-ci n'iront jamais jusqu'à contester l'ordre établi, l'ordre britannique, au point de risquer de donner du pouvoir aux Canadiens français. Voyez-vous, la connivence quand même par la langue. Et ce sont des catholiques. Et nous qui croyions à cette époque qu'ils se rangeraient avec nous. Il y en a eu. Les Johnson, les Burns et d'autres, il y en a eu. Mais il y en a eu bien peu. Alors, on craint par-dessus tout ici la domination française. La French domination, ça agace le pouvoir anglais. Cependant, un des plus grands noms du mouvement syndical du canal de la Chine est un Irlandais bien connu dans le Vieux-Montréal qui a laissé sa marque, Joe Beef. Il va se rendre célèbre en aidant les grévistes au lendemain de la Confédération parce que les premiers grands conflits de travail industriel au Canada impliquent des Anglais, des Écossais et des Irlandais
et tout notre vocabulaire en est teinté aujourd'hui encore, genre scab, lockout, c'est tous des mots qui viennent de la période des grèves. Mais ça nous prend beaucoup plus que ça pour nous angliciser. On est tellement ferme devant l'anglicisation, nous les Québécois, on se laisse parler de même, n'est-ce pas, avec la pureté de notre langue. Alors, toujours est-il que ces mots-là proviennent des querelles qui se faisaient en anglais à l'époque. Quant à Joe Beef, tombé dans un relatif oubli, son nom est revenu à l'avant lorsque des chefs cuisiniers l'ont donné à leur restaurant du quartier de la Petite Bourgogne, rue Notre-Dame, l'un des mieux cotés, avec des prix hautement différents de ceux de l'époque de Joe Beef. Alors voilà une mutation typique de tous ces quartiers entourant le canal de la Chine qui se sont embourgeoisés avec le temps, même à la vitesse de l'éclair grâce aux revenus. Et en 1993, pour commémorer le bain de sang oublié des Irlandais de Beauharnois, un monument a été érigé en souvenir des victimes de ce massacre. En 2009, la plaque de bronze du dit monument, êtes-vous étonné, a été volée. On l'a vendue pour quelques piastres et se payer de la marijuana. Décidément, on dirait qu'on ne veut pas se souvenir de cette tuerie. Et on ne trouve pas de remède à l'amnésie, car nous sommes des spécialistes là-dedans, nous. L'amnésie, je me souviens de quoi? De rien du tout. Et si je vous amenais cette fois vers la destruction du Parlement? Il s'en passe des choses dans ce 19e siècle sous le régime britannique à Montréal. La Confédération n'est pas encore née, on est en 1849. Montréal est la capitale du Canada uni. Parce que, on le sait, on a uni les deux Canada, le bas et le haut, le Québec et l'Ontario, en 1840 avec l'acte d'union de Lord Durham, un autre gars sympathique à notre cause. Alors, le gouverneur Lord Elgin, lui, est un gars attentif au nôtre. Il est bienveillant envers les Canadiens français. Il est de notre bord, comme on dirait. Les habitants parlent de lui comme d'un bon anglais. L'aristocrate Elgin s'exprime parfaitement en français, bien sûr, puisque c'est la langue de la diplomatie internationale à l'époque encore. Il s'entend très bien avec l'élite canadienne, cultivée en tout cas, les gens d'Outremont, et il s'entend même très bien avec Louis-Joseph Papineau, exécré par les loyalistes. Toujours est-il que, contrairement à l'avis de son beau-père, c'était Lord Durham. Pouvez-vous imaginer ça? Qui, lui, préconisait la fin de la présence française au Québec. Il avait préconisé l'anglicisation forcée. Le gouverneur Elgin, lui, il est le genre de Lord Durham, mais il revient avec une toute autre approche. Et puis, il revient justement sur l'interdiction de parler de français au Parlement, qui se trouve alors dans le vieux Montréal, place Diouville, dans l'édifice du marché Sainte-Anne. Et il va permettre justement que le français soit utilisé. Lorsque Lord Elgin ratifie une loi indemnisant les familles canadiennes françaises, les familles des patriotes, ayant subi des dommages pendant les révoltes de 1837-38, oh là, la population anglaise pète les plombs. Pourtant, de tels dédommagements avaient été consentis avec acceptation au Haut-Canada. Mais là, on disait, oui, mais ces pauvres patriotes du Haut-Canada, après tout, ils se sont battus pour la démocratie. Mais les nôtres, non, ça ne passait pas. Alors, la communauté loyaliste y était pour quelque chose là-dedans, des fanatiques, voire dans toute cette francophobie.
Toujours est-il qu'on voyait Lord Elgin comme un véritable traître en puissance. Lord Elgin se fait lancer des œufs pourris, des pavés par une foule d'Anglais qui considèrent qu'il est vendu aux Français. Le journal de Gazette, avec sa proverbiale partialité, qui ne s'est jamais démentie depuis ce temps-là, applaudit cette émeute et appelle la race anglaise à se réunir au Champ de Mars. Bientôt, la foule assaille le Parlement. Des pompiers anglophones, monarchistes, utilisent une échelle de service comme bélier pour enfoncer les portes du Parlement. Le feu prend, les émeutiers agressent quiconque veut combattre le feu. La destruction est donc totale. Le fanatisme réussit dans sa totalité. Des maisons de parlementaires vont être saccagées. Lord Elgin va être obligé de se sauver dans sa demeure de Monclun, ou dans Notre-Dame-de-Grâce, pour éviter le lynchage. Vous voyez que entre Anglais, on ne s'entend pas toujours. Les partisans de la couronne britannique réclament de la reine Victoria, qui a pris le pouvoir il n'y a pas tellement longtemps, qu'ils adultes d'ailleurs, les Anglo-Montréalais l'adorent, la reine Victoria, après tout, elle a signé l'acte de pendaison des patriotes au pied du courant. Alors, on demande de désavouer Lord Elgin, qui est trop proche des nôtres. Mais Londres se moque bien de ce menu fretin colonial de ses fanatiques. Pour les anglophones attachés à la couronne, c'est une vraie peine d'amour. Oh là, on est déçus de Londres et de notre reine. Tandis qu'à Toronto ou à Kingston, la mentalité royaliste perdure. À Montréal, là, ça va s'atténuer. On va aimer moins le pouvoir britannique. On va même commencer à parler chez les monarchistes de, pourquoi pas, se soumettre aux États-Unis, de se rattacher carrément aux États-Unis. Vous voyez qu'il y a toute une ironie là-dedans, hein? C'est ce que réclamait aussi Papineau, d'ailleurs. Aujourd'hui encore, le sentiment monarchique est beaucoup plus fort dans le reste du Canada, en Ontario, que chez les anglophones de Montréal, qui, en 1849, ont donc fait perdre le statut de capitale à Montréal. Bravo au musée de Pointe-à-Calière pour sa magnifique idée d'avoir exhumé l'ancien marché Sainte-Anne, là où le Parlement brûlé, afin d'y aménager le plus grand musée souterrain d'Amérique qui devrait naître bientôt. Toujours à l'intérieur de ce régime britannique qui nous domine à Montréal, il y a aussi un événement important. J'ai dit souvent que les maires à l'intérieur de ce régime britannique qui pèse sur la tête de Montréal se faisaient élire en combattant les maladies, en améliorant l'hygiène et d'atteindre la fin de l'insularité, c'est-à-dire l'isolement. Et pour combattre l'insularité, c'est le pont Victoria qui va vaincre. Ça se passe le 12 décembre 1859. Montréal cesse, pour ainsi dire, d'être une île, enfin. Chose que d'aucuns croyaient techniquement possible, un pont ferroviaire traverse maintenant le Saint-Laurent. Dans le monde entier, mais surtout dans l'Empire britannique, on parle de cette prouesse des ingénieurs, une prouesse sans précédent, comme la 8e merveille du monde. Alors, le pont Victoria est alors le pont ferroviaire le plus long au monde. Vous ne saviez peut-être pas ça, hein? Il avait 2,8 km. Pendant l'inauguration, en août 1860, c'est le jeune prince de Galles qui est présent au nom de la reine, sa maman, la reine Victoria. Sa mère, qui donne d'ailleurs son prénom à l'ouvrage, Pont Victoria. Cette dernière, par contre, est encore en peine d'amour. Elle est encore endeuillée par la mort de son mari qu'elle aimait tellement. Déprimée, elle ne quitte pas le palais de Buckingham et pendant cette cérémonie solennelle, en présence du futur Édouard VII, une foule immense de Canadiens français s'est amassée brandissant des drapeaux de la France, des drapeaux tricolores, pour chanter la Marseillaise.
Oh, là, Monseigneur Bourget, qui était content de recevoir ces Britanniques-là pour couper le ruban et inaugurer le pont Victoria, est agacé. C'est le chef de l'Église de Montréal. Alors, pour tout simplement neutraliser ces espèces de fanatiques-là avec leur drapeau tricolore, qui font du bruit et chantent la Marseillaise, quelle insulte devant un porte-parole ou un représentant britannique de la couronne! Alors, il fait sonner toutes les cloches des églises de la ville aussi fort que possible. Le bruit est tellement assourdissant qu'il couvre le tumulte de ces républicains qui veulent évidemment avoir une république plutôt qu'une monarchie. C'est pour ça qu'ils exhibaient le drapeau tricolore de la France, qui s'était doté d'une république, comme vous le savez. Toujours est-il que les adversaires de l'Église et de la couronne britannique auront leur revanche symbolique avec le pont Jacques-Cartier, ouvert à la circulation, lui, le 14 mai 1930, et dont les fondements jouxtent l'ancienne prison du pied du courant pour rappeler qu'en bas, il y a là un trophée de l'histoire. C'est là que furent pendus les patriotes, quelques 90 ans plus tôt. Précisons aussi que la communauté anglophone a résisté longtemps à l'idée de donner à ce pont Jacques-Cartier un nom rappelant la Nouvelle-France. C'est inadmissible. Alors, ils ont même longtemps parlé du Harbour Bridge, le pont du Havre, comme nous, on traduira plus tard, pour éviter de prononcer un mot français, Harbour Bridge. C'est comme lorsqu'ils disent « je travaille à NDG » ou « je travaille à PVM, Place Ville-Marie » ou à DDO, j'habite à DDO, de l'art des Ormeaux. Alors, une pétition va être lancée en 1934 à l'occasion du 400e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier au Canada, le 24 juillet, qui est arrivé en 1534. Et là, on va avoir raison des réticences et on va donner le nom, le beau pont du Havre, comme on l'appelait, de Harbour Bridge, pardon, le nom de Jacques Cartier, qui va donc compétitionner le beau pont Victoria, qui, lui, malgré sa vieillesse, tient toujours fièrement. Certes, on a encore du mal à réaliser le tour de force incroyable que fut cette réalisation ou cette construction du pont Victoria avec ses 3000 ouvriers. Il y a presque 160 ans quand même, à une époque où l'on était encore au télégraphe, où on n'avait pas encore de tramway, où on ne se doutait pas que le moteur à explosion permettrait de créer l'automobile. C'est alors, si l'on peut dire, que Montréal a eu sa piqûre des grands travaux et devenir une grande ville et déclasser Québec avec son titre de métropole. Alors, on a la piqûre de devenir, avec les grands travaux, une grande ville qui donnera la fièvre à tout le Québec par la suite. Pour l'homme fort à qui le port de Montréal doit son succès, c'est John Young, un ennemi acharné des républicains et des patriotes, qui a levé des milices d'ailleurs pour combattre les patriotes de Louis-Joseph Papineau. Il a une belle statue dans le Vieux-Montréal, unilingue anglaise, bien sûr, ça va de soi, et la loi 101 n'a jamais eu l'audace de la bilinguiser. Et on ne demandera pas aux autorités municipales actuelles de faire de même, et surtout au gouvernement fédéral, qui pourtant a adopté 2 langues officielles, de faire la même chose. Alors, le pont Victoria, qui l'appelait de ses vœux, et sa consécration à lui, John Young. C'est grâce à moi, si vous avez le pont Victoria. C'est l'apogée du génie britannique à Montréal. Et là, les Canadiens étaient exclus, Canadiens-Français, exclus de ce projet où n'en étaient que de humbles ouvriers de 2e classe de basse extraction, quoi. Mais avec un port dont les affaires sont florissantes depuis que le chenal a été assez creusé pour permettre le passage de transatlantique, et avec ce pont Victoria qui relie désormais Montréal à Saint-Lambert et au reste de l'Amérique, tous les jours de l'année, le régime britannique peut se vanter d'avoir négocié le virage industriel avec succès. Montréal fait désormais partie des grandes villes nord-américaines et s'illustre comme la capitale industrielle du Canada. Avec le pont Victoria, on peut commencer à qualifier Montréal, comme nous le faisons aujourd'hui, sans même y penser, de métropole du pays.
Autre conséquence, bien qu'on a perdu ce titre de métropole à la faveur de Toronto, comme vous le savez, on est la métropole du Québec maintenant. Et autre conséquence de la construction de ce pont Victoria et de tous les autres ponts qui vont suivre, nous avons tendance à oublier que nous sommes sur une île et nous ne sommes plus isolés. Nous achevons de vous parler du régime britannique sur la tête de Montréal. Et comme on s'industrialise, Montréal devient une métropole, on est fiers des bateaux à vapeur s'amènent, on a un pont qui relie la rive sud à Montréal. Nous ne sommes plus isolés. Pourquoi pas inaugurer aussi ce qui deviendra un élément important dans le transport en commun, le tramway. Mais juste auparavant, il y aura eu le tramway hippomobile, tiré par des pauvres chevaux. Nous avons un avantage sur nos aïeux, nos ancêtres. Nous savons ce qui va leur arriver. Nous savons, par exemple, que le tramway hippomobile, ni plus ni moins un train urbain sur rail tiré par des chevaux, qui entre en fonction à Montréal en 1861. Alors, ce sera que le prélude au tramway électrique inauguré en 1892. Nous savons aussi que ce moyen de transport ne durera pas 70 ans et que le 30 août 59, à la veille de la fête du travail, Jean Drapeau décide de retirer le dernier tramway. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est un peu avec tristesse. On disait qu'il fallait faire place à l'automobile. N'oublions pas qu'en 1950, dans les rues de Montréal, il y avait 100 000 voitures. Aujourd'hui, il y en a 1 400 000. Alors, on enlève les tramways pour faire place aux autobus électriques et à l'automobile. C'est triste à dire, mais c'est ainsi qu'on a créé tout un joli problème. On aurait dû au moins garder en souvenir une ligne de tramway. Oh, certains maires par la suite vont parler de réinstaller, faire réapparaître le tramway de la Côte-des-Neiges qui irait jusqu'à la rue de la Commune dans le Vieux-Montréal. On en parle, et il ne se passe rien, et il ne se passera jamais rien. Ne vous en faites pas, ça coûte trop cher. Toujours est-il que les Montréalais ont aimé leur tramway. Le 21 septembre 1892, quelque chose de nouveau venait d'apparaître. Le transport en commun. Avant ça, chacun travaillait là où il vivait. Souvent, il allait travailler à pied, c'était pas très loin. Un cheval, ça coûtait cher à nourrir et à loger. Alors, pour avoir un fiacre, par exemple, il fallait être quand même à l'aise. Même les riches travaillaient et habitaient généralement au même endroit, l'autre bord de la rue. Puis, il y a eu les chemins de fer, mais ils servaient à charrier des marchandises. Quant aux passagers, il y en avait, mais ils allaient très loin quand même, ces passagers-là, ces trains de passagers. Le tramway a inauguré chez nous ce qui est devenu la chose la plus normale au monde, le transport de proximité. On peut maintenant vivre quelque part et travailler ailleurs, moyennant un transit en commun ou en solo. C'est incroyable quand même de penser qu'avant 1861, à Montréal, il n'y avait pas l'embryon de la STM, la Société de transport. Il y avait bien sûr des diligences, mais elles coûtaient très cher. Le peuple n'y avait pas accès, ce qui, aujourd'hui, est un sujet fétiche. N'oublions pas que dans ces années, il n'y a pas non plus de vélo. En fait, il y en avait, mais c'était encore des éléments de curiosité. Personne ne songeait que ces engins deviendraient efficaces et seraient les chouchous des partisans du transport alternatif. On était loin des Bixi, mais l'on imagine aussi, on ne réussit pas à imaginer en tout cas, qu'il puisse y avoir une épidémie d'obésité.
Alors vive la bicyclette pour baisser les tours de taille. En 1892, si on leur avait parlé d'un avenir où le vélo serait le mantra des bien-pensants dans une société souffrant d'obésité, les Montréalais auraient éclaté de rire. Dès les années 1950 et 60, les autobus supplantaient déjà le tramway, mais à la même époque, l'automobile se démocratise, elle coûte moins cher et l'impensable se produit. Désormais, même les ouvriers ont accès à une monture personnelle et rapidement l'auto se trouve associée à une autre merveille, s'ajoute le bungalow et oui, la maison de banlieue, qui est une merveille parce que des familles modestes y sont propriétaires de petits domaines avec leur cour arrière et parfois une piscine, ce qui était auparavant l'apanage des riches seulement. L'automobile est, ironiquement, un moyen de transport en commun plus efficace que le tramway et l'autobus. Alors, pour vider Montréal de milliers de ses habitants partis s'acheter une propriété en banlieue, Brossard et Laval, Repentigny vont y goûter justement. On a parlé de l'effet trou de beigne, c'est-à-dire l'exode vers la banlieue. Il y a 15 à 20 000 Montréalais qui quittent l'île de Montréal à chaque année. Toujours est-il que dans les environs de 1892, personne n'aurait pu prévoir l'apparition du quartier 1030. Et s'il n'en tenait qu'à moi, j'aimerais revoir le tramway sur 2 axes, comme le maire l'avait promis. Et ces 2 axes, c'est un tramway de la Côte-des-Neiges et de la commune. Mais les coûts feront probablement toujours reculer les autorités et on va attendre que ça coûte plus cher. C'est ainsi, mes chers amis, que je termine cette période sous le couvert du régime britannique. J'aurais aimé vous parler de 1866, avant la Confédération, du premier hôpital vétérinaire, car les Anglais sont beaucoup plus attentifs au sort des animaux que nous le sommes, et l'hôpital Baker répondait bien, c'est l'ancêtre de la SPCA, où cette demoiselle Baker a beaucoup fait pour le bien-être des animaux. Nous entrerons dans le 20e siècle, dans le prochain volet, et là, je vous ferai entrer justement dans l'année 1907, où une femme extraordinaire, Irma Levasseur, va être à l'origine de la fondation de l'hôpital Sainte-Justine, mais méprisée par les siens.